Bonjour à tous, vous écoutez le 36e entretien rivarolien. Je suis en présence du directeur de Rivarol. Bonsoir à vous, Monsieur Bourbon. Bonsoir Florian, bonsoir à tous. Et pour cette première question, je vous lancerai sur quelque chose qui vous concerne, à savoir que vous revenez ce matin de la BRDP. Donc quelles sont les affaires judiciaires qui vous concernent immédiatement? J'avais eu un petit cadeau de Noël qui était la fermeture définitive de la chaîne YouTube, quelques jours avant Noël, sur le pied du sapin. Et là, en l'occurrence, pour le temps pascal, j'ai reçu donc une convocation à la BRDP, Brigade de répression de la délinquance contre la personne, 6 36 rue du Bastion, 17e, porte de Clichy, pour plusieurs affaires. Alors, on ne vous dit pas tout. Lorsque vous avez le policier, le brigadier au téléphone, j'ai simplement vu sur le courriel qui m'a été adressé qu'il y avait un article relatif à Oradour pour un délit de, je cite, de contestation de crimes de guerre. Puisque vous vous rappelez que fin août 2020, il y avait quelqu'un ou plusieurs personnes, on l'ignore, qui avait fait un tag sur le centre de mémoire d'Oradour, sur Glane, en disant « village menteur, Renoir a raison ». Et ce qui nous avait conduit, parce qu'il y a eu une hystérie dans la classe politique, médiatique, on a l'impression que c'était le crime des crimes qui avait été commis. C'est pourquoi on avait profité de Rivarol pour rappeler le fait qu'il y a quand même beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire et évoquer, résumer à la thèse de Vincent Renoir, qui n'est pas simplement celle de Vincent Renoir, d'ailleurs d'autres en avaient pris déjà avant, sauf que lui il a davantage explicité, il a davantage développé, il a apporté beaucoup d'autres éléments, beaucoup d'autres arguments auxquels on n'a jamais répondu, sauf par la répression, sauf par l'interdiction de son livre, l'interdiction de la cassette vidéo qu'il avait faite. Et là, moi en l'occurrence, donc je suis poursuivi simplement pour avoir évoqué dans un article, pourtant prudemment, me semble-t-il, cette position, cette thèse. Voilà. Donc, et puis il y a d'autres aussi poursuites. Enfin, j'ai une audition pour une vidéo qu'on avait faite ensemble à l'automne dernier, après l'incarcération d'Hervé Ryssen. Et puis il y a aussi d'autres articles également, je crois, relatifs au confinement. Je sais pas ce qu'il m'a reproché là-dedans, j'en sais rien. Voilà, enfin bon, je crois qu'il y a 3 ou 4 affaires. Donc on ne me lâche pas en quelque sorte, mais l'objectif de toute façon d'un certain nombre d'associations, ils l'ont dit, pour moi comme pour d'autres, c'est que je finisse derrière les barreaux finalement. Voilà, il s'agit de me traiter comme Hervé Ryssen finalement. Parce qu'aujourd'hui finalement, le choix c'est l'exil de la prison. Il y a un certain nombre de personnalités judéo-critiques ou judéo-sceptiques qui ont quitté le pays. Boris Lelay le premier à Tokyo en 2014, Vincent Renoir à Londres en 2015, le pianiste Stéphane Blé à Istanbul en 2017, Alain Soral à Lausanne en janvier 2020, et depuis quelques semaines on l'a appris, Dieudonné à Istanbul. Il a d'ailleurs fait une demande d'asile politique officielle via ses avocats à la Turquie, de M. Erdogan. Apparemment il est déjà là-bas. Voilà. Donc en fait il ne reste plus grand monde osant aborder d'une manière ou d'une autre la question juive ou le révisionnisme historique en France. Et d'ailleurs c'est le problème auquel est confronté aujourd'hui Hervé Ryssen, c'est que comme il l'explique très clairement, soit il continue ce qu'il faisait avant et il risque de retourner en prison, soit il faudrait qu'il s'exile, mais c'est pas évident, d'autant que vous savez qu'il est sous contrôle judiciaire. C'est-à-dire qu'il a dû donner au commissariat de police sa carte d'identité, son passeport, son permis de conduire, et que toutes les semaines, il doit pointer à la police. Par conséquent, c'est compliqué de toute façon de quitter la France dans ces conditions. Voilà, donc c'est une difficulté supplémentaire. Bon, enfin, qu'est-ce que vous voulez, la vie est un combat, nous essaierons de faire face. Et j'en profite pour exprimer ma sympathie, mon soutien et mon amitié à Yvan Benedetti, qui est un militant d'une fidélité exemplaire et courageuse à la doctrine nationaliste depuis maintenant plus de 30 ans, et qui est le disciple et l'héritier de Pierre Sidos. Macron en campagne présidentielle, on en avait parlé un peu déjà la fois précédente, mais on voit qu'il essaie de faire financer sa campagne par le fait qu'il est au pouvoir, ce qui est quand même une nouveauté. Et deuxième point, il lance une grande concertation, ce qui rappelle un peu le grand débat face aux Gilets jaunes. Qui avait d'ailleurs une certaine efficacité au sens où ça a été un des éléments parmi d'autres pour finalement neutraliser le mouvement finalement. Bien sûr, parce qu'il est assez doué pour parler pendant des heures pour ne rien dire. Donc là, c'est la même technique qui est employée. Voilà. Il est clair qu'on entre dans une année électorale maintenant, et il y a encore beaucoup de gens qui croient en la bonne élection.
là encore, il manque de doctrine. Vous pensez au Rassemblement national? C'est-à-dire qu'en réalité, on s'aperçoit sur notre objectif que plus on fait voter les gens, plus la situation se dégrade. Je rappelle qu'il y a quelques décennies, il n'y avait pas d'élection présidentielle au suffrage universel, ça n'est que depuis 1965. Il n'y avait pas d'élection européenne, ça n'est que depuis 1979. Et il n'y avait pas d'élection régionale, ça n'est que depuis 1986. Par conséquent, on s'aperçoit que plus on fait voter, ce qui est une période de temps, d'argent, d'énergie absolument considérable, et finalement on voit que le pays va toujours de plus en plus mal. Et malheureusement, c'est une drogue qui fonctionne encore, finalement. Et donc là, il y aura des élections régionales et départementales en juin, elles auraient lieu en mars, elles ont été reportées à cause du Covid. Et puis il y aura les élections présidentielles en principe en printemps prochain, suivies quelques semaines après des élections législatives. Par conséquent, les scrutins vont être très nombreux et on voit très bien que tout est mis en place pour nous vendre à nouveau un duel ou un duo plutôt, c'est plus un duo qu'un duel, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen finalement. Le drame, c'est que beaucoup de gens pensent peut-être qu'il y a une grande différence entre les deux, alors que c'est la même marchandise avariée et frelatée qui nous est présentée finalement, puisque au fond, finalement, Marine Le Pen, c'est pourquoi d'ailleurs elle a été tant médiatisée depuis 20 ans, depuis 2002, elle a tout renié finalement, que ce soit sur la question du révisionnisme, du lobby juif, mais que ce soit sur les questions liées à la famille, à la vie, les questions liées à l'avortement, à la loi Guesso, à la loi Pleven, la liberté d'expression, que ce soit même sur la question européenne, puisque depuis le départ un peu forcé de Philippot finalement, même sur l'Union européenne, finalement elle a tout lâché. Ils ne sont plus pour la sortie ni de l'euro ni de l'Union européenne. Par conséquent, et sur l'immigration, de la même manière, ils ne sont pas du tout ni pour la réimmigration, ni pour une politique vraiment ferme dans ce sens. Par conséquent, elle est tout à fait compatible avec le système, la République, elle se réclame de la laïcité. Qui dit pourtant avoir peur d'elle, puisque même Jacques Attali a dit qu'il fallait un sursaut républicain, sinon elle allait gagner. Mais je crois qu'il a dit qu'elle pourrait gagner, ou même il avait prédit, je crois qu'elle gagnerait, comme en général, comme il avait prédit pour Macron. En général, quand ses prédictions se révèlent en général justes, par conséquent, ça n'est pas impossible. Si le rejet de Macron est plus important que celui de Marine Le Pen l'année prochaine, comme de toute façon ne présente rien à danger pour le système, ce n'est pas une hypothèse totalement impossible. Ça n'est pas le plus probable, mais elle n'est pas totalement impossible. Et en région PACA. Et dans ce cas-là, si elle est élue, là, pour le coup, au niveau de la politique, au niveau de l'incompétence, on arrivera en dessous du zéro, en dessous du niveau de la mer. Je dirais même en dessous du niveau de la mer morte, parce que je veux dire, il y a une telle incompétence, ça va être un festival, je veux dire, ça sera quelque chose. Ça, je peux vous l'annoncer d'avance. Je vois les gens qui pensent qu'elle va redresser la France, elle n'a rien redressé du tout. Ça va vous assurer que ça va être. Après, ça pourrait être amusant d'un côté à voir. Oui, ça va donner. Il y en a qui vont lui mener la vie dure. Mais ça va accélérer le chaos. Ça, voilà, je veux dire, les gens qui pensent que ça va redresser quoi que ce soit s'illusionnent. La ruine et le chaos seront encore plus proches. D'ailleurs, ça qui est triste, parce que s'il y arrive 50 ans après la naissance du Front National, quand je vois le dévouement de tant de gens pendant un demi-siècle, finalement, pour essayer de défendre la France française, et voir ce qu'on va avoir, parce qu'en plus, maintenant, c'est qu'un nid d'homosexuels, homosexualistes, de francs-maçons. C'est pour ça. Elle reprend, quand vous pensez qu'elle reprend PACA, où la région, a priori, a le plus de chances, peut-être, éventuellement, de gagner, ou de faire un très gros score, elle prend Thierry Mariani, qui est une planche pourrie, qui a été à l'UMP pendant des années, qui était le principal adversaire de Bompard à Orange, où elle a été odieux d'ailleurs, avec lui et le Front National à l'époque, et là on le met tête de liste, c'est quand même scandaleux, je veux dire. Et il n'est là uniquement que parce qu'il n'avait pas été repris comme député ou député européen sur la liste des Républicains de LR. C'est uniquement pour ça, quoi, je veux dire. Et l'autre, c'est pareil. Donc voilà, l'autre LR qu'ils avaient pris, Gouraud, c'est catastrophique. Et on le fait au détriment de militants. Bon, il faut dire que maintenant, des cadres de valeur, il n'y en a quand même plus beaucoup aujourd'hui. C'est l'exception s'il y en a encore. Ils n'ont jamais voulu s'implanter localement, et puis avec la fille, ça a été encore pire. Il restait plus que les ondes télévisuelles. C'est ça. C'est un désastre absolu quand je vois c'est ce mouvement qui est un mouvement militant. Je me rappelle. C'est le livre d'Anne Kling, après tout ça pour tout ça. Tout à fait, oui, c'est exactement ça. L'époque des BBR. C'est-à-dire qu'à un moment où les événements font qu'ils auraient le plus de chances de gagner, elle a tout renié finalement. Voilà. Donc bon, c'est dramatique. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été mise en avant. Elle n'est là que pour ça, c'est évident. Oui, ça permet de maintenir le statu quo finalement. On a commémoré également les 40 ans de présidence de François Mitterrand. Oui. Avec les 30 Glorieuses et un petit peu toute la mythologie qu'il y a autour. Donc, vous, qu'est-ce que ça vous dit tout ça ? En fait, il y a des gens dans nos milieux qui ont encore une certaine sympathie pour François Mitterrand. Évidemment, ses successeurs ont été encore pires, c'est toujours de pire en pire. Donc, les gens ont une petite nostalgie du passé, mais si on regarde les choses objectivement, il a été quand même désastreux dans sa longue et interminable présidence, qui a duré 14 ans, puisqu'on lui doit quand même l'invasion migratoire, qui certes avait commencé déjà sous Pompidou et Giscard, même déjà à la fin de De Gaulle, mais disons que lui, il l'a aggravé considérablement, en supprimant la préférence nationale en 1981, régularisant la totalité des immigrés clandestins dès 1982,
en accordant une carte automatique de 10 ans de séjour, automatique de 10 ans, hein, en 1984, en accordant des naturalisations massives. C'est-à-dire que d'abord, on régularisait les immigrés, puis on les naturalisait. Hein, ce qui faisait en plus des Français de papier, des Français transgéniques, dont on pensait que ça ferait des électeurs pour la gauche, qui s'est souvent vérifié d'ailleurs. Hein. Donc c'était très cynique en fait. Hein. Donc il y a eu ça. Sur le plan des mœurs, c'était aussi une catastrophe, puisqu'il y a eu le remboursement de l'avortement. On rembourse l'avortement comme il s'agissait d'un rhume, alors que c'est un crime abominable. Il s'agit de tuer un être humain. Bon, contrairement à ce que certains pensent, la liberté d'expression a été quand même mise en cause avec la loi Guesso en 1990, hein, faut l'oublier. La loi Neyertz qui a conduit le docteur Dor en prison avec le délit d'entrave à l'IVG. Hein. S'agissant de la loi Guesso, ça a quand même amené l'ancien directeur de révision Alain Guillonnet en prison en 1993, puis Vincent Renoir hein, en 2010 au nom de ces dispositions, et maintenant il est en exil. Donc ça c'est quand même le fruit de la présidence Mitterrand, faut pas l'oublier. Hein. Par ailleurs, sa présidence est démarquée par toute une série d'affaires, que ce soit les Irlandais de Vincennes, le Carrefour Développement, l'affaire Lucher, l'affaire Péchinet, enfin, et plein d'autres, l'affaire Urbac-Raco, ça n'a pas arrêté. Il faut savoir que Mitterrand ne doit son élection à la présidence de la République qu'à de l'argent sale, comme Chirac d'ailleurs avec la mairie de Paris, c'était l'affaire Urbac-Raco en fait. Hein. Il avait d'ailleurs fait un distinguo à l'époque, dans une émission télévisée, où il disait qu'il fallait distinguer entre le fait de voler pour son parti et de voler dans un but d'enrichissement personnel. Mais outre que voler, c'est de toute façon un délit, un mal, de toute façon, lorsqu'on vole pour son parti et que ça permet d'être élu, forcément on s'enrichit, puisqu'il y a des mandats prestigieux, rémunérateurs, donc c'est un sophisme. D'autre part, il avait promis qu'il ne serait pas le président de 2 millions de chômeurs. Lorsqu'il était réalisé, il y avait 1,8 million de chômeurs, il y en a plus de 3 millions, probablement même davantage, lorsqu'il a quitté l'Élysée. C'est quand même à son époque qu'a commencé vraiment la vague de délocalisation, de désertification de la France, de perte du tissu à la fois agricole et industriel. Et il faut également dire que sur le plan culturel et médiatique, l'arrivée quand même de la vulgarité à la radio, à la télévision, c'est quand même sous Mitterrand. Hein. Jusqu'à la fin des 70, on avait encore une télévision, une radio qui se tenait à peu près. Quoi. Bon. Et lui, ça a vraiment été avec la création aussi des radios libres, avec la privatisation d'une série de chaînes, la création de Canal+, etc. Ça a quand même amené une aggravation considérable des mœurs et des mentalités, hein, avec le règne de la vulgarité, de la pornographie, qui avait déjà un peu commencé sous Giscard, hein, mais ça n'était quand même pas à ce point-là. Hein, celui, ça a vraiment été il a fait sauter les verrous, oui. Complètement. Ouais. Donc il a quand même été extrêmement nocif, même si c'est un amateur de vieux livres. Je rappelle aussi que c'est en 1982 qu'ils ont supprimé la disposition qui interdisait les relations homosexuelles avec des mineurs. Il fallait avoir 18 ans, et ils ont abaissé à 15 ans en 1982. C'est Jack Lang qui a mis en œuvre la Gay Pride, qui lui a donné de l'importance. Par ailleurs, Mitterrand a été le parrain de SOS Racisme, alors qu'en fait, il savait pertinemment qu'il n'y avait pas de racisme en France, mais en réalité, c'est une opération pour diviser la droite, diaboliser le Front National. D'un côté, il favorisait le Front National, puisqu'il avait donné des consignes dès 82 pour recevoir Jean-Marie Le Pen à la radio et à la télévision. C'est pour ça qu'il est passé d'abord dans des journaux télévisés, puis à l'heure de vérité de François-Henri Duvirieux, parce que son objectif, c'était de diviser les droites, en quelque sorte, pour se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. Il a rétabli la proportionnelle pour limiter la débâcle de la gauche en 86, mais aussi pour permettre au Front National d'avoir un groupe parlementaire et les moyens afférents, également pour diviser l'opposition. Il parlait aussi en permanence de l'octroi du droit de vote aux étrangers aux élections municipales pour faire remonter le score du FN, c'est certain. Donc d'un côté, il le favorisait, et de l'autre côté, de manière cynique, il le diabolisait par SOS Racisme, par l'affaire Carpentras, vous vous rappelez, où il avait défilé dans une immense manifestation parisienne où Le Pen était en effigie, et c'était marqué sous forme de poupée, où c'était marqué « Carpentras, c'est moi ». Hein, voilà. Ça avait été absolument odieux. Hein. C'est à partir de cette époque-là qu'il y a eu une diabolisation vraiment du Front National renforcée. C'était à l'époque où Jean-Christophe Cambadélis, le dirigeant du Parti Socialiste, avait théorisé la notion, je cite, de harcèlement démocratique. Hein. Ce qui fait que lorsque le Front National, mais d'autres mouvements patriotiques ou nationaux, nationalistes, voulaient louer une salle, un restaurant, une auberge, un lieu quelconque pour une manifestation, une réunion, etc., ça leur était refusé parce qu'il y avait des pressions de la gauche, etc. Voilà. Ça a duré quand même un certain temps. Hein. Il y a eu un moment très violent, avec Pierre Jox et d'autres à la manœuvre. Ça, c'est quand même Mitterrand qui a instrumentalisé tout cela, quand même. Hein. Lui, à l'Élysée. Donc, c'est quand même particulièrement odieux. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'il était européiste, comme beaucoup de gens qui ont connu la guerre. Mais le problème, c'est
que l'Europe de Bruxelles, c'est une Europe qui détruit les nations. Il a, de manière là aussi machiavélique, utilisé sa maladie, le cancer de la prostate, dont on a su par la suite qu'il l'avait depuis plus de 10 ans, au moment du référendum sur Maastricht, où 3 semaines avant, les sondages accordaient 53% de non. Il a mis ça dans la balance au dernier moment, apitoyant les prostatiques, les cancéreux et leurs familles, et les personnes sensibles en France qui font du mal, ce qui fait que, finalement, le oui l'emportait de justesse. C'est-à-dire qu'on a joué sur une prostate, finalement, on pense que la prostate, l'avenir de la France, la destruction de notre monnaie nationale, qui était notre compagnon de route depuis 142 ans, depuis le bon 1360, uniquement pour une opération particulièrement indigne. Mais qui a fonctionné, on joue sur l'émotion. Et ça, c'est quand même particulièrement abject. Parce que c'est ça qui a fait changer le scrutin. Il n'y a pas que ça, mais ça, c'était l'élément. Moi, je l'ai vu même autour de moi, y compris de ma famille et tout ça. Des gens qui pensaient s'abstenir, voter blanc, voter non, ont été apitoyés par ce vieillard prostatique. En pensant même, d'ailleurs, que certains, parce que la bêtise en politique de l'idée de l'infini, que si Louis l'emportait, il partirait. Bon, ce qu'il n'a évidemment pas fait. De toute façon, le successeur a été pire. Enfin, voilà. Non, son bilan n'est pas extraordinaire. Alors, certes, à la fin de sa vie. Où est-ce qu'il le rend sympathique? Il a remballé El Kabbach, c'est ça? Là, il a dit El Kabbach, voulez-vous que je me convertisse?